All right, well, thank you. I was not expecting this at all. I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. This doesn't signify that, but it's a little more fuel. It's a little more ammo to keep going. Thank you so much. And lastly, I'll just say thank you to my partner of 3 years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Appreciate it. I admire people, and I've done it myself, to go on a talk show and go, hey, we got to keep movie theaters alive. You know, we got to keep this genre alive. And I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'acteur Timothée Chalamet. Désolé, il se peut que je dise Timothée, je le prononce à la française mais apparemment ça se dit Timothée car... Je pense que vous avez vu, hein, il s'est mis dans la sauce avec ses commentaires sur le ballet et l'opéra. Donc on va discuter un petit peu de tout ça, hein, parce qu'il est en pleine course pour les Oscars. Et il aurait dû se taire. Et il aurait un peu bousillé ses chances à cause de ça. Donc on va en parler et on va faire en même temps son portrait. N'oubliez pas que la chaîne est également disponible en version podcast. Je vous les mets à l'écran. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo s'il vous plaît, de laisser un petit commentaire, ça aide pour le référencement. Vous avez aussi l'option booster, ça me ferait énormément plaisir et ça aide grandement la chaîne. Autre chose aussi qui aide grandement la chaîne et je les remercie de tout cœur, c'est mon fidèle partenaire qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, CyberGhost VPN. Je vous laisse avec l'autre moi pour vous les présenter. Qu'est-ce qu'un VPN? La grande question à laquelle je réponds à chaque fois parce que tout le monde peut-être ne sait pas. Un VPN, il s'agit d'un logiciel qui vous permet de crypter vos données personnelles, donc tout ce qui est coordonnées bancaires, adresse email, mot de passe, tout ça, ça passe dans une espèce de petit tunnel privé et sécurisé et ça masque votre adresse IP, donc vous êtes invisible aux yeux des pirates, des hackers et sites malveillants. Donc là, niveau protection, on est bien. Et à côté de ça, le côté cool, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géorestreint sur une quarantaine de plateformes. Et pour ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. En 3 clics, c'est réglé. Vous vous rendez sur CyberGhost, vous sélectionnez le pays auquel vous souhaitez avoir le catalogue, donc par exemple Netflix ou Disney, Amazon, peu importe. Vous cliquez sur, imaginons, je me connecte aux States pour voir le catalogue des États-Unis, et ben voilà, juste je sélectionne le pays, je me connecte et c'est comme si j'y étais. Je vous rappelle que les catalogues des plateformes, ils ne sont pas tous pareils, d'un pays à l'autre, ça varie, donc là vous aurez vraiment en fait accès à tous les catalogues de tous les pays. Ça marche aussi pour le streaming. Vous pourrez regarder des émissions sur des chaînes étrangères auxquelles vous n'avez pas accès en France. Et si vous demandez si c'est compatible avec vos appareils, eh bien c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Mac, Windows. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc tout ce qui est votre tablette, votre télé connectée, votre console, votre ordinateur, le portable et en faire encore profiter la famille, je pense qu'il restera un peu de place. Et comme d'habitude, grâce à mon lien que je vous mets en barre d'infos, également en commentaire épinglé, vous pourrez profiter de 83% de réduction avec 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à seulement 2,03 € par mois. Et si jamais ça ne vous plaisait pas, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Et si vous avez le moindre pépin, il y a également une assistance technique disponible 24 heures sur 24 en français. Et c'est 7 jours sur 7. Tout le temps. Merci encore CyberGhost de sponsoriser mon travail. Alors, au cœur de Hell's Kitchen à Manhattan, où les rues vibrantes s'animent et où les histoires s'entremêlent, Timothée a vu le jour le 27 décembre 1995. Donc il a grandi dans ce quartier éclectique où il a pu façonner son identité. Il a aussi également eu les bases d'une carrière remarquable et justement la maison de son enfance reflète
reflète son héritage multiculturel. Donc sa mère, Nicole Flender, est une juive américaine d'origine russe et autrichienne et son père, Marc Chalamet, est français. Et justement, à la maison, on parlait aussi bien anglais que français. Les vacances d'été se passaient en France. Ça a enrichi grandement son éducation. Et au lieu de jouer aux jeux vidéo, Timothée, lui, il s'entraînait à des stages de football pour les plus jeunes près de Saint-Agrève. Donc ça a aiguisé ses compétences en leadership, mais ça lui a également permis d'approfondir son lien avec la culture française, un lien qu'il chérit profondément. D'après une interview accordée au Guardian en 2022, la mère de Timmy, comme on le surnomme, ou Tim, nous raconte qu'elle a une formation artistique. Elle a étudié la danse à la Fiorello LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts de New York. Puis ensuite, elle a appris le français à l'université de Yale grâce à une bourse de ballet avant de se tourner vers la comédie musicale, qui est assez drôle du coup par rapport aux récentes déclarations de Tim. Elle a également enseigné l'anglais à Paris et écrit des articles sur les coulisses de Broadway pour des journaux comme le Boston Herald, avant de devenir agent immobilier pour le Corcoran Group. Rien à voir. Son père, Marc, c'est un journaliste reconnu qui a débuté sa carrière à l'Associated Press à Paris. En septembre 87, il a fondé l'agence de presse News of America, active jusqu'en 2000. Il a également travaillé pour l'UNICEF et les Nations Unies et il est devenu plus récemment correspondant du Parisien à New York en août 2019. Donc Marc et Nicole ont élevé leurs enfants au Manhattan Plaza, donc comme je vous disais, dans le quartier de Hell's Kitchen. Et son immeuble abritait de nombreuses personnalités. Sur de nombreuses années, on a pu avoir Tennessee Williams jusqu'à Alicia Keys. Et la sœur de Timothée, Pauline, a confié avoir eu des voisins formidables et que c'était un immeuble où de nombreux artistes new-yorkais rêvaient d'habiter. L'immeuble imposait des horaires de répétition, on pouvait s'entraîner au piano ou encore mes parents avaient une planche qu'on gardait sous le canapé du salon et qui sortait quand je voulais faire des claquettes. Je n'y prêtais pas attention, il y a eu une période où j'en voulais à mes parents de vivre dans cet immeuble rempli de gens excentriques. Je me disais c'est gênant, maintenant je me dis que finalement c'était plutôt cool. Mais tu m'étonnes, j'aurais adoré. La grand-mère de Timothée et Pauline habitait également dans le même immeuble, à l'étage du dessous, et elle aidait souvent du coup sa fille Nicole à s'occuper de Pauline et de Tim. Je pense que les enfants étaient tout simplement heureux d'avoir les amis qu'ils avaient dans l'immeuble et de pouvoir grandir à proximité de la piscine et des cours de tennis, confie-t-elle également. Et sa mère, elle a une famille également très artistique. Son frère Robert Flender est réalisateur et son père Harold Flender était scénariste. Et elle a donc naturellement elle aussi vu son cursus initier Tim et Pauline aux arts dès leur plus jeune âge. Elle dit: je les emmenais voir de nombreuses pièces de théâtre et comédies musicales pendant leur enfance et je pense que certaines représentations les ont marquées. Les spectacles qu'ils ont vus et même le fait d'avoir grandi à New York ont contribué à forger leur personnalité. Malgré son soutien aux intérêts artistiques de ses enfants, Nicole précise également qu'elle ne les a jamais forcés à devenir acteurs. J'ai semé des graines et notre mode de vie a vraiment nourri ses intérêts, mais ils ont toujours gardé le contrôle de leur carrière. J'encourageais mon fils, mais je ne lui disais pas tu as intérêt à décrocher ce rôle. Et d'ailleurs, vous verrez que par la suite, quand Tim va lâcher l'université, sa mère, elle n'était pas forcément d'accord avec l'idée. Elle dit: je ne voulais pas qu'il quitte Columbia. J'avais fait Yale et je pensais que l'université lui permettrait de s'épanouir pleinement. Mais nous ne savions pas qu'il deviendrait Timothée Chalamet. Il a sans aucun doute pris la bonne décision car regardez où il en est aujourd'hui. Alors avant qu'il en arrive où il en est aujourd'hui, il a commencé à faire des apparitions dans des publicités et en 2008 il fait ses premiers pas à l'écran, tout d'abord dans des courts-métrages horrifiques du type Sweet Tooth et Clown. Pourtant, il rêvait initialement de devenir footballeur professionnel et non acteur. Cependant, le destin en a décidé autrement lorsqu'il a fait ses débuts à l'écran à 13 ans dans le rôle d'une victime de meurtre dans la série culte New York Police
police judiciaire. Bon bah là, c'était la révélation, hein. Ça a marqué le début de son parcours dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Il a suivi les traces de sa sœur aînée et de sa mère. Il a intégré la Fiorello, est-ce que ça se dit Fiorello ou Fiorello? J'ai un doute. La Guardia High School of Music and Art and Performing Arts, que ce nom est long, où de grandes stars ont également étudié, comme Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence. Elle est située dans l'Upper East Side. Il y a aussi eu Al Pacino qui y a été. Mais à la base, Timothée n'a pas été admis du premier coup, par contre, à cause de son comportement au collège. C'est un prof qui a dû intervenir en sa faveur. Et une fois admis, il a décroché des petits rôles à la télévision. Il a fait ses débuts off-Broadway dans la pièce The Tolls en 2011. En 2012, il a tenu des rôles récurrents dans les séries télé Royal Pains et Homeland. Et 2 ans plus tard, il s'attaque au cinéma, tout d'abord dans le film choral Men, Women and Children, où il donne la réplique à son pote, Ansel Elgort. Ils se connaissent justement du lycée, la Guardia, où il a d'ailleurs également rencontré Lourdes, pareil, je sais pas comment se prononce son nom, la fille de Madonna. Et d'ailleurs, ils ont été en couple 2 ans, de 2013 à 2015. Alors comme je vous disais donc, il a rencontré Ansel Elgort, celui qui joue dans le fameux Nos étoiles contraires, donc dans cette école d'art. Et dans plusieurs interviews, Timothée a avoué qu'Ansel lui volait tous les rôles lorsqu'ils étudiaient ensemble. Mais voilà, sans rancune, ils sont restés très amis. On a pu les voir à plein d'événements, notamment lors de matchs de la NBA, un passe-temps qu'ils partagent tous les deux. Et donc Tim, après avoir obtenu son diplôme dans cette école, il décide de se lancer dans son parcours à l'université de Columbia, où à la base il étudiait l'anthropologie culturelle, mais comme je vous disais tout à l'heure, il a finalement abandonné car il n'arrivait plus à combiner les rôles qu'il avait de plus en plus au cinéma et son parcours universitaire. Effectivement, après son diplôme, il avait eu l'opportunité de jouer dans des productions telles que Cabaret et Douce Charité. Il a aussi décroché des rôles dans des longs métrages, dont The Adewale Diaries en 2015, Miss Stevens en 2016, et en 2017, il commence à se faire remarquer avec de très bons seconds rôles dans par exemple Lady Bird, également le western Hostile, aussi Hot Summer Nights, mais le film qui va vraiment marquer un tournant dans sa carrière, c'est Call Me By Your Name. Ce rôle lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, faisant de lui le 3e plus jeune nommé dans cette catégorie. L'année suivante, il incarne un adolescent toxicomane dans le drame Beautiful Boy, rôle pour lequel il a été nommé au BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle. Côté vie privée, entre 2018 et 2020, il est en couple avec l'actrice Lily Rose Depp, et quand ils se séparent, très peu de temps après, il sort avec l'artiste et mannequin mexicaine Elisa Gonzalez, mais ça se termine en décembre 2020. Donc c'était vraiment quelques mois après Lily Rose. Au théâtre, il va jouer dans la pièce autobiographique de John Patrick Shanley, Prodigal Son, pour laquelle il a été nommé au Drama League Awards et remporte un Lucille Lortel Award. Son film suivant sera Un jour de pluie à New York, réalisé par Woody Allen, qui devait à l'origine sortir en 2018, mais ça a été reporté suite au mouvement MeToo et aux accusations d'agression S portées contre Woody. Cette même année, Timothée a annoncé qu'il reverserait un cachet au fonds de défense juridique Time's Up, au centre LGBT de New York et au RAINN, réseau national contre le VIOL, les abus et l'inceste. Et le film, donc avec Woody Allen, sort finalement en 2019 en Europe et l'année suivante aux États-Unis. Mais suite aux déclarations de la fille adoptive de Woody Allen, Dylan Farrow, affirmant qu'elle a subi des abus durant son enfance et adolescence de la part du réalisateur, Timothée est devenu très réticent à l'idée d'avoir bossé avec lui. Par la suite, on le retrouve dans le film The King en 2019 sur Netflix, inspiré de Shakespeare. Il retrouve en 2020 la réalisatrice de Lady Bird, Greta Gerwig, pour la nouvelle adaptation des 4 filles du Dr March. En 2021, il rejoint les distributions de The French Dispatch de Wes Anderson ainsi que Don't Look Up. Et la même année, très chargée 2021, il incarne Paul Atreides, j'ai pas vu Dune, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, aux côtés de Zendaya dans
Dune, adapté du roman de science-fiction épique de Frank Herbert. Sa prestation en tant qu'acteur principal d'un film à gros budget a été saluée par la critique. Il a repris ce rôle naturellement dans Dune partie 2 en 2024. Et en 2022, entre-temps, il a retrouvé Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, pour le film d'horreur romantique Bones and All. Côté cœur, depuis 2023, il s'affiche avec la star de télé-réalité et femme d'affaires Kylie Jenner. Et la même année 2023, il incarne le jeune Willy Wonka dans la comédie musicale Wonka. Et en 2024, il interprète le chanteur-compositeur Bob Dylan dans le biopic A Complete Unknown, qui retrace l'ascension de Bob Dylan comme sensation de la musique folk et culmine avec son concert controversé au Newport Folk Festival de 1965. Alors Timothée avait été choisi pour le rôle en 2020 et il a profité des retards de production liés au Covid-19 pour consacrer ces années-là à peaufiner son interprétation de l'artiste légendaire, performance saluée par la critique et le public, notamment le fait qu'il ait joué de la guitare et chanté en direct devant la caméra, sans doublage ultérieur, et donc il a été nommé pour le prix du meilleur acteur aux Golden Globes et aux Oscars. Dans son discours, lorsqu'il a remporté le SAG Award, parce qu'il a quand même remporté ça, pour ce film, A Complete Unknown, il a clairement montré qu'il visait encore plus haut. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas minimiser l'importance de cette récompense, mais qu'il était en quête de grandeur. Il a dit vouloir devenir l'un des plus grands. Il a cité Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, Michael Jordan et Michael Phelps. Et il a précisé que le prix qu'il venait de recevoir ne signifiait pas encore cela, mais que c'était un peu plus de carburant pour continuer. Bon, en gros, on a capté, il veut l'Oscar, quoi. Alors du coup, je vous cache pas, et je comprends que certains ont trouvé ce discours un peu arrogant et un peu ingrat d'avoir remporté que un SAG Award, genre en gros ça c'est la médaille de bronze, mais moi je veux la médaille d'or. Je pense que les Golden c'est la médaille d'argent, et puis voilà au-dessus l'or Oscar, donc ouais je comprends. Discours arrogant, tandis que d'autres ont simplement pensé qu'il était très déterminé et qu'il exprimait clairement son ambition de devenir un acteur exceptionnel et que pour lui un SAG Award ne représentait pas encore cet accomplissement. Pour autant, pour beaucoup de spectateurs, le discours a plutôt donné l'impression qu'il essayait trop ou qu'il était un peu trop sûr de lui, oui, donc un peu arrogant. Certains ont même commencé à dire qu'il se prenait peut-être un peu trop au sérieux. Alors, il a pris un peu le boulard. Bon, cette perception s'est encore renforcée lorsque d'anciennes interviews ont refait surface pendant la même saison des prix, donc cette année-là. Dans l'une d'elles, Timothée explique qu'au début de sa carrière, il avait été rejeté de franchises hollywoodiennes comme The Maze Runner, c'est Labyrinthe et Divergente, parce que les directeurs de casting disaient qu'il n'avait pas le physique pour les films d'action. Bah ouais, je trouve que c'est pas fou en même temps. Enfin, je vois pas du tout Timothée à la place de Theo James. C'est un sacrilège perso. Et Labyrinthe, c'est avec Dylan O'Brien, si je me souviens. Ouais, bon, là, je pense que ça aurait peut-être pu le faire, Timothée, à la place. Mais bon, j'adore Dylan, donc non, ça aurait été dommage quand même. Bon, il expliquait qu'un agent lui avait même dit qu'il allait arrêter de le proposer pour ce genre de rôle parce qu'il ne prenait pas assez de poids. Il disait qu'il essayait d'en prendre, mais que son métabolisme ne le lui permettait pas. Selon lui, il frappait simplement à une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. Alors il s'est tourné vers une autre porte plus humble qui s'est finalement révélée explosive pour sa carrière. À première vue, ça peut simplement ressembler à un jeune acteur qui décrit la réalité des castings à Hollywood, mais là encore, certaines personnes ont interprété cette histoire autrement. Pour eux, ça donne moins l'impression d'un acteur qui avait choisi volontairement le cinéma indépendant par passion artistique et davantage celle de quelqu'un qui s'était tourné vers ses films parce qu'Hollywood ne voulait pas de lui au départ. Ouais, je peux comprendre pourquoi ils l'ont pris comme ça, mais bon, là, c'est peut-être un petit peu chipoté quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, le fait qu'ils aient fait cette lecture-là, qu'ils aient interprété les choses comme ça, ça a commencé à changer le récit autour de sa carrière. Au lieu d'un artiste indie pur, certains ont commencé à le voir comme quelqu'un qui avait simplement pris une autre route vers le même succès mainstream, finalement un chemin de traverse pour se retrouver être un acteur de blockbuster, un acteur à Oscar. Bon, toutefois, il y a un autre domaine où il s'est beaucoup fait remarquer et où il est très apprécié,
c'est la mode. Il fait sensation sur les tapis rouges. On le décrit comme incarnant une nouvelle conception de la masculinité, embrassant la vulnérabilité émotionnelle et une mode non genrée. Il a privilégié des créateurs tels que Heider Ackerman, Alexander McQueen et Stella McCartney. Parmi ses looks les plus audacieux, on peut citer un harnais à sequins porté aux Golden Globes 2019 et une veste courte scintillante de la ligne féminine de Louis Vuitton, portée à même la peau lors de la cérémonie des Oscars 2022, des tenues surprenantes qui font de Chalamet un choix idéal pour co-animer le Met Gala 2021. Et donc il poursuit dans le cinéma, il s'arrête pas. Son rôle suivant donc c'est dans Marty Supreme en 2025, réalisé par Josh Safdie, où il incarne un jeune arnaqueur new-yorkais de tennis de table ambitieux qui rêve de percer. Et là donc on en arrive en janvier 2026, où il a remporté un Golden Globe pour sa performance dans ce film. Et plus tard dans le mois, il a donc été nommé aux Oscars. Donc là, c'est bientôt. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pendant des années, Timothée Chalamet a été perçu comme l'acteur cultivé et artistique de sa génération, le chouchou du cinéma indépendant, discret, qui en plus parle français, The French Touch. Il cite de la littérature, il semble plus à l'aise pour discuter de l'histoire du cinéma qu'à courir après la célébrité hollywoodienne. Il semblait en tout cas. Mais oui, du coup, au cours de la dernière année, son image soigneusement construite a commencé à se fissurer. L'actrice Sarah Paulson, par exemple, a raconté en plaisantant dans un podcast qu'un jour, lors d'un événement, Timothée avait pris un biscuit dans son assiette sans lui demander. Donc elle raconte qu'il avait simplement pris le biscuit et qu'elle lui avait dit « Tu vas vraiment manger mon biscuit ?» et il lui aurait répondu en plaisantant quelque chose comme « Je suis Timothée Chalamet, je mange ce que je veux ». Donc ça peut sembler une petite anecdote un peu marrante, enfin en tout cas Sarah l'a raconté comme ça en rigolant, mais voilà, cette anecdote quand elle s'est mise à circuler en ligne, ça a été encore une preuve de son arrogance que certains avaient noté depuis déjà quelques temps. Parlons de la promotion de Marty Supreme. Les personnes qui ont suivi cette tournée promotionnelle ont remarqué un changement de ton. Les tenues étaient plus extravagantes, les interviews plus chaotiques. C'était en même temps peut-être volontairement imprévisible. Il s'est même mis à rapper lors de certaines apparitions, à porter des hoodies oversize. Il a adopté un style beaucoup plus excentrique. Donc en soi, rien de tout ça, c'est grave si vous voulez. On peut dire que c'est une réinvention de son image, mais pour un public qui avait déjà l'impression qu'il était surexposé, cette tournée promotionnelle a commencé à sembler un peu excessive. Il ne retrouve plus l'acteur calme et introspectif associé à des films comme Call Me By Your Name, mais il voit maintenant quelqu'un qui semble vouloir prouver qu'il peut être edgy, drôle, chaotique, ultra branchouille, culturellement, bref, plein de choses à la fois. Il y a aussi eu son profil dans le numéro de novembre 2025 de Vogue qui a aussi fait débat. Dans cette interview, il parle ouvertement de sa déception d'avoir perdu l'Oscar du meilleur acteur plus tôt dans l'année. Il disait qu'après une cérémonie, les acteurs qui perdent se demandent forcément pourquoi est-ce que je n'ai pas gagné. Il explique que certaines personnes pourraient le traiter de pousseur, try hard, de trop essayer, d'essayer trop fort, mais qu'il préférait assumer son ambition plutôt que de prétendre être modeste. Encore une fois, certains ont trouvé cette franchise rafraîchissante, tandis que d'autres ont estimé que sa quête à l'Oscar devenait un peu trop fatigante, genre on a compris. Dans la même interview, il a également provoqué une vive réaction négative à cause de propos qu'il a tenus. Il disait par exemple que sa sœur venait d'avoir un bébé, que Zendaya était fiancée, qu'Anya Taylor-Joy était mariée, et il a dit qu'il aimerait lui aussi avoir des enfants un jour, et qu'il considère la procréation comme l'une des raisons de notre existence. Donc même s'il reconnaissait que certaines personnes ne pouvaient pas avoir d'enfants, ça a été très mal perçu par une partie du public. Bon, on peut peut-être se dire qu'il a été maladroit, qu'il s'est mal exprimé, Bon, mais il y a quand même autre chose aussi qui a, on va dire, entaché le paysage. Enfin, dirons-nous que cette image qui donne de vouloir absolument décrocher l'Oscar, d'avoir fait une promo archi tape à l'œil, d'avoir complètement repensé son image publique, et tout ça cumulé au fait qu'il sorte avec Kylie Jenner,
ça crée un peu l'overdose et l'indigestion pour certains. Voilà. Certains pensent que Kylie, le fait qu'elle soit arrivée dans le décor, que maintenant il commence à changer et tout, voilà, qu'elle aurait une influence sur lui, volontaire ou non, voilà, mais que voilà, c'est l'acteur qui sort avec une Kardashian Jenner, enfin plutôt une Jenner, mais elle est associée aux Kardashian, forcément, une businesswoman archi refaite, archi superficielle, enfin bref, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attribue à Kylie Jenner. Bon, ça fait un peu too much, si vous voulez, là, le packaging pour certains. Déjà, lorsque la nouvelle de leur relation est apparue pour la première fois, beaucoup ont pensé que c'était un coup de pub. Et même moi, je vous l'ai dit, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous ai dit, mais est-ce que ce couple, il est réel ou est-ce qu'il est fake? Je savais plus, en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même deux mondes qui rentrent en collision, là. C'est Timothée qui a passé des années à cultiver une image associée au cinéma indie sérieux et une certaine culture, une crédibilité intellectuelle, et de l'autre côté on a Kylie qui vient de la télé-réalité. Alors oui, c'est une papesse du business dans la cosmétique, tout ça, mais bon, c'est la marque Kardashian-Jenner, encore une fois, comme je vous disais, donc c'est vraiment le choc des cultures là, eux deux. Donc voilà, pour ça que beaucoup pensaient au coup de pub. Cependant, avec le temps, leur relation semble finalement être sincère. Ils sont toujours ensemble, mais voilà, la réaction négative initiale n'a jamais complètement disparu et elle aurait donc apparemment contribué à créer chez une partie du public le sentiment que l'image de Timothée évoluait d'une manière qu'elle n'aurait pas évolué s'il n'avait pas été avec elle, en fait. C'est français cette phrase, vous avez compris. En gros, il n'aurait pas évolué comme ça s'il n'avait pas été avec elle. Je vais y arriver. Donc voilà, ils apprécient pas forcément. Les interviews, bon, elles n'ont pas aidé à calmer les choses. Il y a eu un événement lors de la promotion de Marty Suprême qui a beaucoup circulé en ligne, où il décrit son jeu d'acteur comme un travail de très haut niveau. Donc l'assurance, la confiance. Parfois, il faut simplement appeler les choses par leur nom, surtout en vieillissant. Je vais avoir 30 ans. J'aimerais pouvoir regarder mes interviews quand j'aurai 60 ans, quand je serai fatiguée et mentalement tourmentée et me dire « J'étais vraiment en train de dire la vérité et je n'avais pas peur de cette vérité. Cela dit, c'est probablement ma meilleure performance. Ça fait 7 ou 8 ans que j'ai l'impression de livrer des performances vraiment engagées, vraiment de premier ordre, et c'est important de le dire à voix haute parce que la discipline et l'éthique de travail que j'apporte à ces projets, je ne veux pas que les gens les prennent pour acquis. Je ne veux pas les prendre pour acquis moi-même. C'est vraiment du travail de très haut niveau. Comment dire, si vous voulez entendre un niveau d'assurance autant exprimé de la sorte, aussi direct, ils disent ce qu'ils pensent, c'est bien en soi. Mais là, encore une fois, certains se sont dit ok, il se prend pas pour rien, quoi, pour rester poli. Il sort un peu de la cuisse de Jupiter, quoi. Donc voilà, encore une fois, ça n'a pas trop plu. Il y a aussi eu l'apparition dans le podcast 7 p.m. in Brooklyn, animé par Carmelo Anthony, où il raconte avoir interviewé Kendrick Lamar au début de l'année 2025, en plein pendant qu'il était en conflit avec Drake. Et là, pareil, ça n'a pas trop plu, parce que Timothée a plaisanté en disant qu'il s'était brièvement demandé si la situation pourrait devenir dangereuse pour sa vie. Il dit « J'ai interviewé Kendrick avant le Super Bowl. Ce qui m'a marqué dans cette conversation, c'est que c'était pendant tout ce gros clash l'an dernier. J'étais tellement impressionnée que cet homme soit aussi calme en étant assis à côté de moi et je me suis dit waouh, il est en plein dans une sorte de sport de gladiateur en ce moment. Autant j'aime le hip-hop, autant je me disais je ne pourrais pas faire ça. J'étais impressionnée qu'il puisse être en conflit avec quelqu'un d'aussi important et continuer à vivre sa vie normalement. On était juste là, tranquille. J'ai fait l'interview avec Kendrick dans un studio pendant une journée. On a fait 30 minutes et c'était très... Il n'y avait pas vraiment le temps, c'était un peu rigide. Je suis rentrée chez moi un peu triste parce que je me suis dit on aurait vraiment pu trouver un bon rythme. Peut-être qu'il était juste concentré sur le Super Bowl. Puis il m'a rappelé, il m'a dit ok, juste toi et moi dans une voiture, on roule. J'ai dit d'accord, faisons ça dans la GNX et je me suis dit waouh, il est en plein milieu d'un clash. Imagine si c'est comme ça que je disparaissais avec Kendrick en train de rouler dans une voiture. Ce serait une fin folle pour ma page Wikipédia. Donc forcément, beaucoup de gens ont trouvé ce commentaire déplacé. Genre, t'as cru quoi en fait, que t'étais en plein milieu d'un gang avec Kendrick et Drake? C'était pas ça, quoi. C'était plus d'après ce qu'on dit, une rivalité musicale et lyrique, pas une situation physiquement dangereuse. Donc le fait d'évoquer, de suggérer qu'il aurait pu, en gros, être attaqué physiquement, bon, les gens se sont dit, quel drama queen, quoi. Il en fait des caisses.
voilà. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses en fait qui amènent à la controverse la plus récente, celle qui a fait déborder le vase pour beaucoup, le ballet. Lors d'une conversation qu'il a eue avec Matthew McConaughey, il a fait une remarque suggérant que plus personne ne s'intéressait vraiment au ballet ou à l'opéra. Il dit: je pense que les gens, surtout ceux qui sont plus jeunes que moi, recherchent des choses plus patientes, des œuvres qui t'aspirent. J'ai vu un article disant que la génération Z va davantage au cinéma que les millennials et je me sens comme un grand-père en disant ça. Mais le point, c'est que même Frankenstein, qui est un film très populaire cette année, je ne trouvais pas que le rythme était particulièrement rapide. Mais ça attire les gens. Par contre, il faut parfois agiter un drapeau pour dire « Hey, c'est un film sérieux !» Certaines personnes veulent être diverties rapidement. Je suis un peu au milieu, Matthew, parce que j'admire les gens, et je le fais moi-même, qui disent « Il faut garder les salles de cinéma en vie. Il faut préserver ce genre. » Mais une autre partie de moi pense que si les gens veulent voir quelque chose comme Barbie ou Oppenheimer, ils iront le voir et ils en parleront fièrement. Et je n'ai pas envie de travailler dans le ballet ou l'opéra ou dans des choses où l'on dit il faut garder ça en vie, alors que plus personne ne s'y intéresse vraiment. Tout le respect pour les gens du ballet et de l'opéra, je viens peut-être de perdre des spectateurs, mais voilà, je lance des pics pour rien, c'est comme ça. Bon, déjà j'ai envie de dire, il faut garder les salles de cinéma en vie. Baissez vos prix déjà pour commencer, je pense que ça ira mieux. Désolée, c'était mon petit grain de sel, fallait que je le dise. Ensuite, bon, la remarque. Dans l'interview complète pour sa défense, la remarque sur l'opéra et le ballet, ça faisait partie d'un point plus large qu'il essayait d'exprimer à propos de la durée d'attention du public. Il discutait du fait que les studios veulent aujourd'hui aller directement à l'action. Ils veulent de l'action, ils veulent du conflit tout de suite, d'entrée de jeu dès le premier acte. Donc c'est pour accrocher le spectateur plus rapidement et pour le pousser à rester qu'il faut que ça aille vite. D'ailleurs, j'étais choquée aussi l'autre jour, j'ai entendu ça par rapport à Netflix. Je sais plus où j'ai entendu ou si je l'ai lu, où il disait que dans Netflix, en fait, ils nous prennent pour des teubés, concrètement, et c'est pour ça qu'en fait, les actions, il y a beaucoup de choses en fait qui sont parlées, et c'est pour deux raisons. Déjà, la première, c'est parce que quand on regarde un film et qu'on voit des fois des détails où bim, on tilt, on se dit « Ah, ok ». Ça, c'était avant. Maintenant, Netflix part du postulat qu'on n'a pas compris. Donc, ils disent tout à voix haute pour qu'on ait vraiment compris. Et aussi parce qu'ils partent du principe que maintenant, les gens ne regardent plus un film avec la même attention qu'avant. Qu'en gros, maintenant, les gens, ils regardent un film en étant en même temps sur leur téléphone ou en faisant autre chose. Du coup, comme ils n'ont pas l'œil rivé sur l'écran, ils peuvent justement louper le détail, genre l'exemple que je vous ai pris là, un détail qui va être hyper important, mais c'est visuel, on ne l'entend pas. Et du coup, s'ils ont loupé ce détail-là, ils vont pas comprendre la suite, donc il faut que ça soit dit. Du coup, je comprends pourquoi ils font ça, mais je trouve que c'est dommage. Après, moi, j'avoue, des fois, il y a des films, je les regarde en étant sur mon téléphone en même temps. Mais généralement, si je fais ça, c'est parce que le film m'intéresse pas de ouf. Et par contre, oui, ce qu'il a dit sur l'opéra et le ballet, c'est vrai que c'est pas des spectacles où je vais personnellement, c'est rare. J'ai été voir un ballet il y a plusieurs années, c'était le Lac des Cygnes. J'ai adoré, mais c'est vrai que j'ai pas ce réflexe. Et je pense que c'est vraiment un problème générationnel. On n'a pas été éduqué à être plus sensible à ce type d'art, ce que je trouve très dommage, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces disciplines-là, qui sont des disciplines de maître. Mais d'après ce que je sais, les salles ne sont pas vides. Les opéras et les ballets, je crois pas qu'ils souffrent du manque d'entrée. Désolée, je suis partie, mais c'était parce que voilà, je trouvais ça intéressant quand même de vous dire la parenthèse Netflix. Bon, je reviens dans mon sujet. Donc voilà, selon lui, il ne veut pas que le cinéma devienne comme le ballet ou l'opéra, des domaines où l'on demande au public de soutenir l'art pour le maintenir en vie, même si le grand public n'y est plus vraiment intéressé. Il s'est d'ailleurs excusé auprès de la communauté juste après avoir fait cette remarque, mais malgré cela, beaucoup de gens sont restés contrariés, estimant que ses paroles ressemblaient à une attaque contre un milieu artistique qu'il considère comme toujours vivant et dynamique. En plus, sa mère a fait du ballet. Donc oui, effectivement, de vives réactions sur les réseaux. Franchement, quand j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, je voyais plein de ballets réagir. Donc oui, des compagnies liées au ballet et à l'opéra ont souligné que ces formes d'art continuent d'attirer des publics passionnés, de remplir des salles dans le monde entier et qu'elles représentent des siècles de traditions culturelles. Ça, je suis d'accord et
c'est pour ça, je vous dis que c'est dommage qu'on soit pas plus sensibilisés. Les jeunes générations, je ne mets pas dedans, hein, mais déjà de mon temps, je trouvais qu'on nous sensibilisait plus assez à ça. On a le Metropolitan Opera qui a publié une vidéo en réponse à Timothée, mettant en avant le travail intense accompli par les chanteurs, les musiciens, les techniciens et les créateurs qui participent à la production d'un spectacle. On a le Royal Opera House qui a également publié une vidéo déclarant que chaque soir, des milliers de personnes se réunissent pour le ballet et l'opéra, pour la musique, pour les histoires racontées, pour la magie pure de la performance en direct. C'est vrai que c'est magique, hein. Moi, le ballet que j'ai vu, ça m'a... J'avais des étoiles plein les yeux, j'avais même envie de pleurer. Bon, on a pu lire, il parle comme s'il pouvait travailler dans l'opéra ou le ballet, bien sûr. Ou alors, il dit que personne ne s'y intéresse, mais moi je me battais avec des milliers de personnes pour obtenir des billets pour le Lac des Cygnes la saison dernière. Par ailleurs, la chanteuse d'opéra américaine Isabelle Léonard a répondu à Timothée en déclarant « Honnêtement, je suis choquée que quelqu'un d'aussi manifestement réussi, accompli, puisse être aussi inéloquent et aussi étroit d'esprit dans sa vision de l'art, tout en se considérant lui-même comme un artiste, ce que j'imagine être le cas pour un acteur. Seule une personne ou un artiste fragile ressent le besoin de diminuer les formes d'art même qui inspirent ceux qui souhaitent prendre le temps de ralentir pour les apprécier. En parallèle, on a Vanessa Feuillat, première danseuse, qui a dénoncé une vision un peu trop réductrice. Elle a rappelé que ces disciplines traversent les siècles parce qu'elles continuent d'émouvoir et qu'elles ont notamment nourri le cinéma. Et elle a aussi lancé une invitation à Timothée à venir voir un ballet à Bordeaux. Donc beaucoup de critiques. L'opéra et le ballet sont profondément liés au même écosystème artistique qui a contribué à façonner la carrière de Timothée lui-même. Donc là, comme je vous dis, les gens ont fait direct le lien avec sa mère. Il travaillait donc dans le métier des arts de la scène. Et les univers du théâtre, du cinéma, de l'opéra et de la danse se sont historiquement soutenus et influencés mutuellement. Donc entendre un acteur de cinéma aussi connu que Timothée Chalamet balayer ses formes d'art d'un revers de la main, même si c'est sur le ton de la plaisanterie, a semblé irrespectueux pour une communauté qui partage les mêmes fondations créatives. On a même l'actrice Jamie Lee Curtis qui a aussi réagi sur les réseaux en publiant une vidéo critiquant le ton désinvolte de Timothée et de Matthew. Donc, comme je vous disais, Timothée à la base, son image, c'était une image... qui dégageait de la sensibilité, de la profondeur artistique, intellectuelle, etc. Mais là, comme je vous dis, sa chasse à l'Oscar, son ambition, tout ça, même si c'est admirable, c'est devenu too much. Du coup, on arrive à ça, beaucoup se posent la question, si Timothée obtenait enfin l'Oscar, serait-il plus humble et reconnaissant ou resterait-il ce type confiant et arrogant que personne n'apprécie? C'est pas moi qui le dis, je cite. Bon, on le saura après les Oscars, voilà. Bon, pour autant, est-ce qu'il méritait vraiment cette levée de bouclier pour avoir affirmé que le monde se fiche de la danse classique et de l'opéra? Ça, c'est la question que s'est posée le magazine britannique Dazed. Eux, ils pensent qu'il aurait été mal compris. Et là, je vais vous citer ce qu'ils ont publié parce que j'étais hallucinée, parce qu'on critique Timothée par rapport à ce qu'il a pu dire, c'est maladroit, ça se fait pas pour le ballet et l'opéra, je suis d'accord, mais alors là, j'avais pas vu par contre les commentaires que Dazed a sortis, je me suis dit, ouh là là là. Donc, plusieurs commentateurs sont montés au créneau pour dire que les propos de Timothée Chalamet relevaient d'un virage à droite inquiétant, d'un désir malsain de flatter les électeurs de Trump et que ces déclarations étaient d'une démagogie à la limite du fascisme. Alors là, j'ai pas compris d'où c'est sorti, je vous le cache pas, je me suis dit quoi? Je pensais pas qu'on aurait pu ramener de la politique là-dedans, j'étais hallucinée quand j'ai lu ça. Je poursuis ce que dit l'article. Pourtant, ces propos n'étaient pas faux, ils étaient même lucides, voire pragmatiques, estime Gia Kourlas, critique de danse au New York Times. Même si son ton était un peu suffisant, l'argument de Chalamet n'était pas si contestable dans le contexte d'une discussion sur l'avenir des salles de cinéma. Renchérit Dazed, le magazine britannique. Donc pour eux, il ne s'agissait pas de dire que le cinéma était supérieur à la danse classique, mais plutôt de reconnaître qu'on peut encore convaincre le grand public d'aller voir des films au cinéma, que tout n'est pas perdu, alors que pour l'opéra,
3 petits points. La fréquentation des salles de cinéma est en baisse et il n'est pas absurde d'imaginer que, comme pour la danse classique et l'opéra, aller au cinéma devienne un jour une pratique de plus en plus rare, réservée à des élites et maintenue en vie par un nombre relativement faible de passionnés. Les déclarations de Chalamet sont malheureusement révélatrices de la place réservée à la danse classique dans nos sociétés. Si cette semaine les médias évoquent cette discipline, c'est uniquement parce qu'une célébrité en a parlé. Si un danseur classique affirmait que le monde se fiche du cinéma, personne n'en parlerait. Au fond, les propos de Chalamet disent quelque chose de plus profond. Non pas que la danse ne sert à rien, mais plutôt que les gens ne parviennent pas à l'apprécier à sa juste valeur. Bien sûr, Timothée Chalamet aurait pu exprimer cette idée sans dénigrer les autres formes d'art, mais il est difficile de s'indigner outre mesure de cette hyperbole, car il est vrai que peu de gens s'y intéressent. La faute à qui? Ces deux disciplines coûtent horriblement cher et sont donc réservées à des élites. Les gens iraient sans doute davantage si les billets des spectacles n'étaient pas aussi inabordables. Enfin, pour ce magazine, au-delà de l'évolution des goûts, le véritable coupable est à chercher du côté des coupes budgétaires. Car en creux, le débat était bien celui-là. Il s'agit d'espérer et de lutter pour qu'aller voir un ballet, un opéra ou un film ne soit pas l'apanage d'une élite financière et intellectuelle. Voilà, je voulais vraiment vous citer ce qu'avait dit cet article parce que je trouvais ça intéressant. Je comprends ce qu'ils disent. Je suis d'accord, pleinement. Pour autant, moi, je me souviens que quand j'avais été au ballet, je me rappelle plus dans quel théâtre c'était, mais c'était pas à l'opéra. C'était dans un petit théâtre où j'y avais été. Enfin, un petit. C'était suffisant. C'était une très belle salle. Si le nom me revient, je vous le mettrai à l'écran. Mais j'avais pas payé ça une blinde, à mon souvenir. Enfin, je sais pas combien ça coûte du coup les billets pour l'opéra. D'ailleurs, faudrait que je me renseigne parce que cette histoire m'a donné envie du coup d'aller voir un ballet à l'opéra. Donc je sais pas si ça coûte si cher que ça. Enfin, c'est une autre expérience. On peut pas comparer aller voir un film au cinéma avec aller voir un ballet ou un spectacle d'opéra. Donc oui, effectivement, si les prix étaient plus bas, est-ce que plus de gens iraient pour autant? Parce que comme je vous dis, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus un problème de culture. On est moins éduqué à ça. De moins en moins. Après, on a aussi moins en moins de thunes. Donc oui, effectivement, comme je vous dis, moi, le cinéma, je trouve que ça devient un luxe d'y aller parce que tu payes ta place, tu payes ton popcorn. Une boisson, waouh, c'est le festival, quoi. Là, tu t'es ruiné. Je sais pas si on peut vraiment comparer le prix des deux. Je comprends ce qu'ils veulent dire, je comprends. J'ai pas la solution en soi. Est-ce qu'on peut quand même dire aussi que les films sont moins bons qu'avant? Avant, chaque semaine, je voyais un film qui m'intéressait. Maintenant, depuis quelques années, depuis un bon moment même, j'ai moins la hype, quoi. Je me dis non, je suis moins emballée, quoi, voyez-vous. Bref, donc voilà les amis, pour Timothée Chalamet, j'ai vu que dans les sondages, il était favori pour les Oscars à 76%. Après cette interview-là, il est passé à 51%. Donc maintenant, on parie un peu plus sur Michael B. Jordan. On verra. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Moi, j'ai aucun avis sur Timothée Chalamet parce que, croyez-le ou non, mais je crois que j'ai vu aucun film avec lui. J'avais commencé Call Me By Your Name, je crois que je me suis endormie, je sais plus. J'ai vu Don't Look Up, mais je me souviens pas du tout de lui. Marty Suprême, je l'ai pas vu. Mon copain l'a vu, il m'a dit qu'il était génial, donc ça, pourquoi pas, ça m'intéresserait. Je ne me prononcerai pas sur son cas. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là. Je remercie, avant de vous laisser, CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec la réduction des 83%, l'abonnement est seulement à 2,03 € par mois. Vous avez en plus 4 mois offerts, 45 jours satisfaits ou remboursés pour tester. N'hésitez pas. Foncez, vous avez tous les liens en barre d'infos et en commentaire épinglé. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.